Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police-justice. Le dossier de la semaine consacré à cette enquête en cours pour comprendre comment une nouvelle attaque a pu être perpétrée vendredi devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. 2 personnes ont été grièvement blessées. Le témoignage dans un instant de l'un des rédacteurs en chef de cette société de production qui a été attaquée. Les dernières informations sur l'enquête, ce sera avec nos invités, avec Dominique dans un instant. Mais d'abord, le point sur les toutes dernières déclarations du principal suspect avec Alexia Prunier. Lors de sa garde à vue, Ali H l'assure, son acte était prémédité. Avant de se rendre rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement de Paris, il a même enregistré une vidéo en ourdou, la langue commune au Pakistan, dans laquelle il explique son geste. Selon nos informations, il affirme s'être rendu la veille de l'attaque sur place pour faire des repérages. Vendredi matin, l'homme revient devant ce qu'il pense être les locaux de Charlie Hebdo. Dans son sac, du White Spirit pour incendier la rédaction. Mais finalement, à la dernière minute, l'assaillant se ravise. Il s'arme alors d'un hachoir acheté quelques jours auparavant et attaque 2 personnes dans la rue, persuadé que ses victimes travaillent à Charlie Hebdo. Lors de son audition, le suspect s'est dit en colère contre le journal satirique, une colère alimentée par des vidéos vues sur Internet concernant la republication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. L'homme a affirmé avoir agi seul pour, dit-il, venger le prophète. Ali H n'était pas connu des services de police pour radicalisation et assure n'appartenir ni à Al-Qaïda ni à l'État islamique. Arrivé en France en août 2018, il a indiqué lors de sa garde à vue avoir 18 ans et être né au Pakistan. En juin dernier, l'homme avait été arrêté lors d'une rixe en possession d'un hachoir sans s'en être servi. Il avait alors écopé d'un rappel à la loi. De nouvelles informations qui évidemment nous posent encore plus de questions. On va essayer d'y répondre sur ce plateau avec nos invités. Emmanuel Gagné, bonjour, merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef de Cache Investigation, émission produite par Première Ligne. Merci d'être avec nous. Et Guillaume Faure, notre consultant sécurité intérieure BFM TV. Merci Guillaume d'être là. Évidemment, on va commencer par prendre des nouvelles de vos collègues. Vous les avez appelés des potes sur Twitter. J'ai vu votre message. Comment vont-ils ? Oui, on pense à eux, ce sont nos collègues, ce sont aussi des amis. C'est une petite rédaction, donc tout le monde se voit, tout le monde va boire des verres ensemble. Le travail au quotidien est très étroit. Écoutez, concernant notre assistante, elle va mieux. Elle a été opérée par le professeur Lantieri et elle parle. Elle a pu échanger avec ses parents et avec l'un de nos collègues. Pour ce qui est de notre directeur technique, les parents nous font savoir que son état est grave, mais qu'il est pris en charge par des personnes très compétentes. Voilà le message que voulaient faire passer ses parents par notre entremise. On leur souhaite évidemment bon courage. Vous avez basculé vendredi. Je crois que la veille, vous faisiez une petite fête, il y avait une petite fête organisée, et vous avez basculé dans l'horreur vendredi. Oui, on a basculé dans l'horreur vendredi et c'est vrai que certains de nos collègues, après l'attentat de Charlie Hebdo, disaient un jour il y aura un dingue qui viendra et qui plantera tout le monde. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Nos 2 collègues ont été gravement touchés, mais ça aurait pu être d'autres personnes travaillant dans ce bâtiment, puisque dans ce bâtiment, il y a des sociétés qui font de la couture, il y a des ateliers de reprographie, il y a un studio photo. Donc ça a été eux, ça aurait pu être d'autres. Aujourd'hui, ce bâtiment est tellement chargé symboliquement, il représente tellement Charlie, même si Charlie Hebdo n'est plus là depuis les attentats, que effectivement, il attire tous les regards. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, juste Guillaume pour préciser, parce que maintenant qu'on en sait plus sur les motivations de ce principal suspect, de l'homme qui a commis cette action, il explique bien qu'il voulait s'en prendre, qu'il croyait s'en prendre à des journalistes de Charlie Hebdo. Oui, très clairement, il est très clair dans ses déclarations. Il dit que la republication des caricatures du prophète l'a heurté, qu'il a voulu quelque part laver une sorte d'affront, qu'il pensait que rue Nicolas Appert, il trouverait Charlie Hebdo, et qu'il pensait également
finalement que les personnes qui se trouvaient en bas de la rue Nicolas Appert étaient des journalistes de Charlie. Et il y a clairement préméditation puisqu'il a fait des repérages, il avait acheté une bouteille de détergent et il voulait incendier l'immeuble où étaient anciennement les locaux de Charlie. Finalement, il s'est ravisé et il a décidé de passer à l'acte avec un hachoir. Donc son geste était clairement prémédité et il le justifie par une volonté politique de venger un affront lié à la republication des caricatures. Alors, Emmanuel, difficile à prévoir parce que la vie continue, hein, rue Nicolas Appert, vous l'avez dit, avec des gens qui travaillent tous les jours dans cet immeuble, mais est-ce qu'il y avait une espèce de fascination, de curiosité autour de cet immeuble? Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde, des gens qui passaient, qui faisaient des photos, même qui rentraient, qui venaient vous voir? C'est arrivé, ça? Après les attentats, il y a eu beaucoup de monde et des gens parfois un petit peu louches qui tournaient. Avec le temps, c'était devenu une espèce de tourisme mémoriel, mais de tourisme mémoriel plutôt sympathique. Mais c'est vrai que comme il y a la fresque des victimes de Charlie, il y a la plaque qui leur est consacrée, que chaque année il y a une cérémonie tous les ans à la mémoire des victimes. Ça attirait toujours des gens qui venaient prendre des photos, regarder. Mais jamais rien que vous ayez repéré, quelque chose de bizarre, un comportement furieux? Ces derniers temps, non, on n'avait rien repéré. Effectivement, on dit qu'il a fait des repérages. Moi, j'étais sorti un peu tard de l'agence. Je me suis rendu compte de rien. Mais c'est une rue qui est très passante, où il y a beaucoup d'ateliers, il y a beaucoup de livreurs qui passent, il y a parfois des cris. Donc je n'avais personnellement rien repéré. Je pense que mes collègues non plus. Il y est allé la veille, hein, Guillaume. Oui, il avait fait effectivement ce repérage. Et il avait cette intention hein, de passer à l'acte. Et encore une fois, si on compare à d'autres attaques, notamment au couteau, on voit que les séquences sont très courtes en fait. Entre le moment de la décision de passage à l'acte et le moment du passage à l'acte effectif, il s'écoule très peu de temps. La veille, il fait un premier repérage, il revient le lendemain. Et donc sa décision de passer à l'acte, elle s'inscrit dans un espace-temps qui est extrêmement court et qui donc complique la détection. Parce que souvent, quand ce type de fait dramatique survient, on dit mais comment les services de renseignement n'ont-ils rien vu? C'est très grave. Bon, en réalité, cette personne n'était pas fichée au fameux fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT. Il n'était pas dans ce fichier. Et donc, dans un laps de temps qui est très court, il dit mais ça y est, j'y vais. Premier repérage, le lendemain, il passe à l'action. Guillaume, est-ce qu'on sait combien de temps dure cette attaque? Est-ce qu'il a poursuivi ses victimes? On sait combien de temps ça dure? Oui, on sait, c'est l'affaire de quelques minutes. Peut-être vous pourriez d'ailleurs préciser, parce qu'on en parlait en antenne, et il a effectivement poursuivi une des personnes. Moi, je suis arrivé juste après la prise en charge des victimes par les pompiers. J'avais un rendez-vous à l'extérieur. Il y avait des cris, on me disait de rester à l'extérieur. Je suis rentré dans le bâtiment, et d'après tous les témoignages que j'ai pu avoir, ce que j'ai pu constater, ça a été extrêmement rapide, extrêmement brutal. Ça se passe aussi tout près d'ailleurs des fresques à la mémoire des victimes de Charlie. Hein. Donc il faut savoir que Charlie Hebdo était au 10, là ça se passe aussi, c'est à côté des fresques. C'est, je pense, pas tout à fait un hasard. Mes collègues sont en train tranquillement de fumer une cigarette dans le hall et il s'en prend à eux, ça dure, ça va très vite. Ensuite il poursuit dans la rue notre directeur technique et effectivement certains de nos collègues ont vu cette scène et en sont durablement choqués. Vous parliez des services de renseignement, on s'est posé beaucoup de questions sur les services de sécurité, sur la protection de la rue Nicolas Appert. Plusieurs personnes de votre société de production ont dit on est étonné qu'il n'y ait pas eu plus de sécurité dans cette rue. Le ministre a précisé que la menace avait été sous-évaluée. Il a réagi ce matin. Il est allé à Boulogne sur un site dit sensible, la synagogue de Boulogne, et il a annoncé que désormais, il y aurait dans les lieux symboliques plus de protection. On l'écoute. Il y a des milliers de policiers aujourd'hui qui surveillent notamment le procès ou les personnes qui témoignent ou qui sont les magistrats du procès. J'ai demandé au préfet de police de Paris de renforcer la sécurisation d'un nombre de sites, y compris de sites qui pourraient être symboliques, où il n'y a plus aujourd'hui. Par exemple, les personnes qui sont à Charlie Hebdo ont déménagé depuis 5 ans. Plus de protection pour les lieux symboliques, donc la rue Nicolas Appert. Enfin.
Je trouve la déclaration arrive un peu tard. C'est vrai que nous n'avons pas demandé, nous, une protection parce qu'il n'y avait pas de menace ciblée. Les sociétés qui étaient là n'avaient pas reçu de menace ciblée. Mais compte tenu de la portée symbolique mondiale du procès de Charlie Hebdo, qui dure 3 semaines, où l'on revoit les images de l'immeuble, où on revoit cette fresque qui est très identifiable, où on revoit cette stèle, on se dit mais comment n'y a-t-il pas eu au moins une équipe en statique pendant le procès, sachant qu'en plus, voilà, certains collaborateurs, notamment la DRH, ont reçu des menaces ciblées. Donc, ça n'aurait peut-être rien changé, mais ça aurait peut-être effectivement dissuadé l'assaillant de porter ses coups. Emmanuel Gagné, on sait que le Premier ministre, M. Castex, est monté dans l'immeuble avec ensuite le ministre de l'Intérieur, le préfet de police. On a eu ici au téléphone Luc Herman, avec qui vous travaillez, qui a dit on a parlé avec eux. Vous y étiez à ce moment-là? Oui, j'étais à côté, un peu plus loin, mais j'étais. Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu quand vous leur avez dit? Et comment leur avez-vous dit? Mais comment se fait-il qu'on n'ait pas été protégé? Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Alors moi, j'étais loin au moment où précisément j'étais à 1 mètre et ils étaient sous les masques, donc j'ai pas bien entendu ce qui s'est dit. Mais effectivement, en tout cas, j'ai entendu mes deux producteurs leur dire très clairement que pour eux, c'était pas normal que pendant le procès, il n'y ait pas eu une protection devant l'immeuble, quoi, devant les deux entrées de l'immeuble. Je suis désolé, j'étais un peu plus loin, j'ai pas entendu ce que répondaient le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre. Guillaume, on est d'autant plus surpris que les menaces, et vous y faisiez référence, elles se sont accrues, elles se sont amplifiées depuis le début du procès sur les journalistes de Charlie. On pense évidemment à la DRH de Charlie qui a dû, on l'a beaucoup dit cette semaine, quitter son domicile en l'espace de quelques minutes. Oui, il faut distinguer les personnes des immeubles. Et d'ailleurs, la menace terroriste, et ce sera probablement le cas pour la rue Nicolas Appert dans les semaines et mois qui viennent, parfois oblige à transformer l'architecture d'un immeuble. Prenez le cas de la Tour Eiffel. Il y a 10 ans, la Tour Eiffel, vous pouviez marcher sans problème et vous étiez riverain et vous alliez sous la Tour Eiffel. Maintenant, ce n'est plus possible. Qui aurait pensé qu'en raison de la menace terroriste, on aurait aujourd'hui une grande paroi de verre qui empêche tout le monde d'accéder à la Tour Eiffel, alors que c'est un lieu qui est un lieu emblématique de la capitale. Le terrorisme, c'est ça aussi. Ça vous oblige à modifier profondément l'accès au lieu. Et le 6 rue Nicolas Appert, c'est un lieu de mémoire. Il y a des fresques, il y a une plaque commémorative, on s'y retrouve chaque année. Il y a des personnes qui veulent s'y recueillir. Et probablement qu'en raison de l'expression de cette menace, de sa résurgence, ce lieu va être transformé et que l'accès ne sera plus si évident à l'avenir. Et donc il y a ça qui est en train de se jouer, c'est que le dispositif de sécurité qui va être mis en place va obliger à profondément changer l'accès au lieu. Et après, il y a la question des gardes statiques. C'est compliqué aussi les gardes statiques parce que les policiers et les gendarmes considèrent que c'est très lourd à organiser, que quand ils font ça, ils sont pas autre part, ils sont pas sur la voie publique, ils sont pas en train de lutter contre la délinquance. Et en plus, quand ils le font, ils peuvent être ciblés. Et il y a eu des cas, je pense notamment à l'établissement culturel juif à Nice en février 2015, où vous avez des militaires en faction, en garde statique, et ils sont attaqués par des terroristes. Donc c'est pas si évident que ça va nécessiter une évaluation précise de la menace et la mise en place d'un dispositif peut-être tournant ou peut-être en modifiant l'architecture, en mettant des bornes anti-bélier, en mettant des verres. Mais si vous faites ça, vous empêchez aussi les gens de se recueillir. Donc vous voyez qu'à chaque fois, vous êtes sur un fil et c'est pas, objectivement, c'est pas un débat simple. Et ce n'est pas effectivement une reprise de vie normale, si tant est qu'on puisse reprendre une vie normale dans ces bâtiments. Et je pense que c'est important de vous poser la question parce que probablement que les téléspectateurs se posent la question. Pourquoi avoir fait le choix, je crois que ça fait l'objet de nombreux débats, de rester dans ces locaux où vous avez vécu l'horreur du 7 janvier 2015 ? Beaucoup, certains voulaient partir, voulaient quitter la rue Nicolas Appert. Après, il y a aussi des raisons contingentes. C'est très difficile de trouver des lieux sur Paris. Et finalement, le choix a été fait de rester. La production a pris des bureaux dans un autre bâtiment pour permettre à ceux qui ne voulaient pas revenir dans le bâtiment de pouvoir continuer à travailler. Et puis après, la vie a repris son cours. Mais c'est vrai que ça a été une question. Elle a été tranchée de cette manière-là, et je pense que là, la question de rester ou de partir est dans toutes les têtes, et elle va être tranchée, je pense, très rapidement par nos producteurs à l'agence. Emmanuel Gagné, dans la décision que vous allez prendre de rester ou de partir, il y a aussi céder. Est-ce que voilà, c'est comme republier les caricatures ou non, céder à la menace ou non, est-ce que finalement
ce ne serait pas mieux de rester ici avec une protection plutôt que, encore une fois, de dire voilà, on s'en va parce que ces gens-là ont gagné. Mais c'est vous. C'est une question, qui peut se poser, mais un certain nombre de confrères, de collaborateurs ont vécu un attentat majeur qui a tué plus de 10 personnes. Certains sont rentrés sur la scène de crime pour porter secours. Donc il faut voir quand même l'horreur de ce qu'ils ont pu voir. 5 ans après, ce sont 2 de nos collaborateurs qui sont pris pour cible. À un moment, je pense que là, il y a effectivement la position de principe qui est de dire on reste, on ne cède pas à la peur. Et puis il y a aussi la protection des personnes et leur état psychique aussi qu'il faut préserver. Parce qu'il faut qu'on continue à travailler sereinement. La reconstruction aussi évidemment des personnes. Guillaume, sur l'enquête pour conclure, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont encore les zones dont on cherche encore à savoir s'il y a éventuellement eu des complicités? Oui, il y a encore deux questions. La première, c'est est-ce que cette personne qui reconnaît les faits a été incitée à agir? En clair, est-ce que c'est sa radicalisation, alors pas individuelle, mais en tout cas via les réseaux sociaux, et il voit la republication et il décide de passer à l'acte, ou est-ce que une organisation terroriste aurait commandité son geste et il y aurait expressément demandé de passer à l'acte? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle est totalement liée à la première, c'est la revendication. Est-ce qu'il va y avoir ou non une revendication par une organisation terroriste, Al-Qaïda, l'État islamique, ou pas? Il faut souligner que dans le cas de l'attentat de Romans-sur-Isère, dans le cas de l'attentat de Villejuif au mois de janvier, dans le cas même de l'attentat au sein des locaux de la préfecture de police de Paris en novembre dernier, l'attentat perpétré par Michael Harpon, sur les sites spécialisés, il n'y a pas eu de revendication par les organisations terroristes djihadistes. Donc là, vu que c'est Charlie, vu que c'est un contexte, on se pose effectivement la question. Donc ce sont les 2 inconnus à cette heure. Merci beaucoup Guillaume pour toutes ces explications. Merci Emmanuel Gagné, merci beaucoup d'être venu. Sur ce plateau, on vous souhaite bon courage à toutes vos équipes, évidemment à vos 2 collègues blessés, le meilleur établissement. On pense à eux et à vous tous à première ligne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, on évoquait à l'instant la menace justement sous-estimée dans cette rue Nicolas Appert, mais la menace terroriste en France est-elle plus globalement sous-estimée? Jeudi, veille de l'attaque, Jean-Charles Brizard et Thibault de Montbrial co-signaient une tribune redoutant des actes terroristes imminents en France. Malheureusement prémonitoires, ils seront nos invités dans un instant. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à 13h30. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. La menace avait été sous-estimé rue Nicolas Appert devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Cet aveu est celui du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui demande des suites désormais. Il y aura un renforcement des mesures de protection. Un aveu en tout cas qui interroge sur le suivi aujourd'hui de ces questions. La France a-t-elle baissé la garde face à la menace terroriste? Où sont aujourd'hui nos ennemis? Qui sont-ils? Le décryptage, les réponses très précises, bien informées de nos invités avec Dominique, ce sera dans un instant. Mais d'abord, un état des lieux signé Alexia Prunier et Elisa Trane. Nous ne découvrons pas la menace, a insisté le Premier ministre hier face aux forces de police intervenues sur l'attaque de la rue Appert vendredi. On envoie à tous les ennemis de la République un signal très fort. Nous savons réagir. Et je suis là pour vous dire, ils ne gagneront pas. Ça n'est pas possible. Il ne peut pas en aller autrement. En garde à vue, le suspect a évoqué la dimension politique de son geste et la nouvelle publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo. Ces caricatures qu'avaient voulu venger les frères Kouachi il y a 5 ans. Malgré les défaites militaires de Daesh sur le terrain, la menace terroriste n'a pas faibli depuis janvier 2015. Le terrorisme islamiste, il avait un réseau, une organisation il y a 5 ans. Ce réseau et cette organisation n'existent plus. Ça ne veut pas dire que la menace, on le voit bien, a disparu. Car de plus en plus, des individus passent à l'acte de manière autonome et soudaine. Il y a bien sûr ces individus qui, en Europe et en France tout particulièrement, agissent là avec une voiture, là avec une arme à feu, là avec un couteau. Et la démonstration de cette volonté, au fond, de frapper n'importe comment, n'importe où. Ce matin, Gérald Darmanin a affirmé que la situation en France était extrêmement critique. Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous, de fait parce que les services de notre pays ont su, avant que les choses n'arrivent, intervenir plusieurs fois, 1 fois par mois en moyenne pour un attentat déjoué.
Et mon rôle de ministre de l'Intérieur, c'est de dire qu'effectivement, nous sommes toujours en guerre et que nous devons gagner cette guerre et que chacun doit être vigilant. Selon le ministre de l'Intérieur, 32 attentats ont été déjoués ces 3 dernières années. Et on va essayer d'y voir clair sur l'ampleur, la réalité de cette menace terroriste en France avec nos invités. Nathalie Goulet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice UDI de l'Orne, ancienne présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France et en Europe, vice-présidente de la commission d'enquête sur la radicalisation. En un mot, vous êtes une grande spécialiste de ces questions. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Jean-Charles Brizard, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Vous connaissez parfaitement cette menace. Thibault de Montbrial, bonjour. Merci d'être avec nous également. Vous êtes avocat, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous êtes l'avocat de Zineb El Rhazoui dans le procès Charlie qu'on connaît tous en ce moment. C'est évidemment important de le préciser aussi. Et vous sortez un livre, Osons l'autorité. Ce sera aux éditions d'Observatoire le 7 octobre prochain. Merci à vous trois d'être là parce qu'on a besoin de comprendre. Je me permets de commencer par vous deux parce que vous avez signé la veille de cette attaque une tribune dans le Figaro, co-signée, une tribune où vous alertiez ces faits, le titre de la tribune, ces faits qui font craindre de nouveaux attentats islamistes en France. C'était malheureusement prémonitoire. Vous avez signé ces tribunes, mais vous aviez même alerté, si j'ai bien compris, plus haut les responsables de cette menace. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. C'est une menace que nous, on perçoit depuis maintenant plusieurs mois, qui provient de quoi? Qui provient d'individus qui sont sortants de prison. On sait qu'il y en a beaucoup. Il y en a près d'une centaine depuis maintenant 3 ans. Beaucoup plus vont sortir dans les années qui viennent. On constate quoi? On constate de leur part un activisme accru dans la sphère publique, un activisme qui se manifeste de différentes manières, par des provocations. D'abord une présence à des audiences, par exemple pénales, terroristes. Ces individus sont dans le public, n'hésitent pas à intervenir, à interpeller, à faire preuve d'hostilité dans certains cas, en marge de ces procès. Et puis par ailleurs, il y a des menaces qui sont proférées, diffusées sur les réseaux sociaux en particulier. Alors pas nécessairement par ces individus, mais on sent un regain de tension dans ce qu'on appelle la sphère, en tout cas, islamiste radicale, endogène, en France. Ouais. Et c'est quelque chose qui nous est apparu comme étant vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, qui prenait de l'ampleur. C'est la raison pour laquelle nous avons alerté effectivement les services de renseignement français au plus haut niveau dans les jours qui ont précédé cette tribune. C'est une alerte très forte et c'était une façon de poser le cadre. On va rentrer dans tous les détails de ce que vous venez de dire et de cette tribune. Je voudrais juste revenir sur cette journée de vendredi. Vous êtes l'avocate de Zineb El Rhazoui, elle-même sous le coup de menaces amplifiées depuis le début de ce procès Charlie, comme la DRH de Charlie, comme quasiment toutes les personnes qui sont à ce procès. Comment avez-vous vécu la journée de vendredi? Comment a-t-elle vécu la journée de vendredi? Est-ce qu'il y a une réplique du 7 janvier 2015? En marge de ce que je viens de dire, Jean-Charles Brizard, je complète juste le timing, le moment pour lequel la raison pour laquelle on a fait cette note d'abord au pouvoir public, puis quelques jours après. On va y revenir dans le détail, je vous rassure. À ce moment-là, c'est que, et ça m'amène à répondre à votre question, c'est que le phénomène qu'on observe déjà depuis plusieurs mois et dont Jean-Charles Brizard vient de parler, s'est considérablement amplifié depuis la semaine du début du procès de Charlie. Et ce que nous avons observé l'un et l'autre, mais nous n'avons rien appris au pouvoir public. Par contre, nous avons synthétisé sur un document, de façon extrêmement circonstanciée, un certain nombre d'incidents dont la plupart sont ignorés du grand public et qui, mis bout à bout, et quand on voit les personnes visées, les dates, permettent de se rendre compte qu'il y a une concentration et une augmentation et du nombre et de l'intensité de ces menaces, avec même dans certains cas des gens qui sont allés au contact. Donc, les services de renseignement eux-mêmes sont inquiets, les services de protection de personnalité sont très inquiets, et il nous est apparu important de révéler au grand public, sans rentrer dans les détails qui n'ont pas besoin d'être connus du grand public, mais de révéler la résurgence de cette menace qui, en un mot, je le dis et je l'assume, est aujourd'hui à la fois sur les cas individuels de personnes qui peuvent être visées, mais aussi de risques d'attentats plus collectifs, au niveau de celle du mois d'octobre 2015. Je le dis et je l'assume, on est aujourd'hui au niveau du mois d'octobre, de septembre, octobre, novembre 2015. Une menace prise au sérieux, dit le Premier ministre. Oui. Donc ça veut dire clairement que le procès Charlie, qui a débuté le 2 septembre, a accéléré le phénomène. On va quand même vivre cette année aussi le procès de Sid Ahmed Glam, l'église de Villejuif. Et puis il y aura bientôt le Thalys, absolument, l'attentat déjoué dans le Thalys. Il y aura ensuite les procès des attentats de 2015. Ça veut dire qu'on entre dans cette période des procès et on entre dans une période de grand danger. Alors c'est ça? Oui, d'un mot, parce que je ne veux pas monopoliser la parole. L'impression que nous avons, c'est que
cette phase judiciaire importante qui commence, mais qui va se prolonger l'année prochaine avec le procès du 13 novembre, c'est une phase qui va être l'occasion pour les islamistes qui se sont réarticulés. Il y a eu un terrorisme endogène individuel depuis 3 ans. Jean-Charles Brizard a beaucoup écrit là-dessus. Mais en ce moment, nous avons un terrorisme endogène qui est en train non seulement de se développer, mais de se restructurer. C'est-à-dire que nous sommes en train de voir que des groupes sont en train de se restructurer, qui vont être capables de commettre des actes du style de la journée du 13 novembre 2015, sauf que ça n'aura pas été commandité depuis l'étranger, mais ça aura été préparé ici. Et cette période de procès est l'occasion pour les islamistes de nous dire, vous voyez, vous jugez nos frères de 2015, mais nous ne sommes pas morts, nous sommes toujours là, et vous n'avez pas gagné. C'est ça l'impression que nous avons en observant que vous dites effectivement d'accent. Nathalie Goulet, quand même, sur ces faits-là, et je vous redonne la parole, Jean-Charles Brizard, est-ce que vous avez le sentiment que ce qui est décrit là est la réalité? Parce qu'on avait l'impression que jusque-là, les gros réseaux n'existaient plus, qu'il y avait des cas individuels. Non, alors, d'abord, je parle globalement au niveau du Sénat, on a toujours été extrêmement attentifs, que ce soit par des questions écrites, des questions orales, notamment sur le suivi de ces djihadistes qui sortent et pour lesquels on nous explique que tout va bien et qui sont suivis. Moi, je suis élu de la région où on a la prison de Condé, à Alençon. On a quand même des gens extrêmement dangereux là-bas qui sortent. Moi, je pense que nous avons émis des qui était le théâtre d'incidents également, caractère terroriste. Très nombreux et pour lequel le personnel pénitentiaire est systématiquement mis en joue dans des conditions, bon, c'est pas le sujet, mais enfin, c'en est vraiment, et vous avez raison de le rappeler. Ça, c'est la première chose. Je voudrais juste dire qu'on a toujours été très attentifs. On sort encore d'une commission d'enquête où on a fait des propositions. Ma collègue Eustache-Brinio a fait quelques propositions, on en a ajouté quelques-unes. Donc, on reste très vigilant. On est un peu fatigué de l'ex-post. Je comprends ce que vous sentez, mais si vous voulez, les réactions et les mesures après, nous, on en a quand même aussi un peu assez depuis des années qu'on travaille sur le sujet. Là où je ne partage pas votre position, c'est qu'on est dans la même situation que 2015. Non, on n'est pas dans la même situation que 2015. Peut-être que la menace, et sûrement la menace est importante, mais la réactivité, la structuration des services de police, la structuration de nos services de renseignement, les moyens qui ont été mis sont quand même tout à fait plus importants, et heureusement. Madame Goulet, quelles sont les conclusions de vos commissions d'enquête et à quoi servent-elles ces commissions d'enquête? Puisque le problème reste le même, visiblement. Mais de toute façon, vous n'allez pas pouvoir mettre un surveillant derrière chaque personne, soit fiché. À quoi ça sert de réfléchir? Ça sert parce que d'abord, ça nous permet de contrôler si les mesures qu'on a préconisées préalablement ont été prises. Ça permet aussi de voir dans quel état, surtout à la veille d'un débat budgétaire, sont les budgets de la justice, de la police, de la sécurité, du renseignement, de voir comment, de Tracfin, du renseignement. Et concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne, ces commissions? Ça modifie beaucoup les choses. Ça modifie beaucoup les choses, je vous assure. Notre travail est quand même très utile. Jean-Charles Brizard, on a besoin de comprendre parce qu'on entend deux choses un peu différentes et on a besoin de votre éclairage aussi. Je ne dis pas que l'un ou l'autre a tort, mais on a eu des actes isolés. Celui qu'on a eu vendredi est un acte isolé. Il ne se revendique ni d'Al-Qaïda, ni de l'État islamiste. Quand je dis isolé, il est allé... Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il dit et vous avez raison. On va être prudent, on va attendre la fin de l'enquête. Mais est-ce qu'on est véritablement dans un tournant? Est-ce qu'il y a véritablement des réseaux qui s'organisent? Comment vous analysez les choses? Bon, ce qu'il faut dire quand même, il faut revenir à l'essentiel. La menace aujourd'hui, elle est contre la France, elle est protéiforme. Il y a une menace extérieure qui continue à exister, en dépit de l'affaiblissement des groupes terroristes. C'est ce qu'on appelle, il y a plusieurs sortes de menaces extérieures, mais il y a la menace projetée, celle éventuellement d'un commando ou d'individus. Ça peut être le cas aussi, ça a été le cas d'ailleurs dans le passé en France, des projets d'attentats projetés depuis la zone ont été déjoués. Cette menace, elle n'a pas disparu, elle est moins forte et moins probable qu'auparavant, parce que ces groupes sont effectivement affaiblis sur le plan opérationnel, mais au final, on revient à quoi? Cette menace projetée, elle est portée d'abord par des individus. Or, des individus sur zone, il y en a encore. Des membres de l'État islamique français, notamment, il y en a encore beaucoup. À peu près 300 Français qui sont dans la région d'Idlib, une centaine d'autres qui sont dans les camps détenus par les Kurdes syriens. Donc, ces individus, à plus ou moins long terme, ils poseront une question de sécurité à l'égard du territoire. J'ajoute une chose très importante, c'est qu'on parle du procès des attentats de janvier 2015 et du rôle d'un certain nombre d'acteurs, notamment des mentors comme Jamel Begal. Jamel Begal, c'était un revenant d'Afghanistan. Donc,
par son aura de combattant, il a réussi à structurer un réseau, à inspirer des individus pour frapper en France quelques années plus tard. Le problème, c'est qu'on gérait une dizaine d'individus comme ça, pas plus, de retour d'Afghanistan. Avec les filières syro-irakiennes, on va gérer plusieurs dizaines, voire des centaines d'individus de ce type. Jamel Begal, il est en prison en France. Il est en prison en France. Il a été extrait de sa prison pour venir témoigner au procès. Donc la menace, Jean-Charles, pardon, elle est aussi, vous disiez extérieure, elle est intérieure. Oui, je vais y venir. Mais ce que je veux dire, je veux souligner l'importance des revenants. On a calculé, le centre a calculé que 60% de ceux qui étaient partis en Afghanistan, en Irak ou en Bosnie avaient à leur retour récidivé. C'est-à-dire étaient impliqués dans des réseaux terroristes par la suite. L'importance des revenants, il faut en avoir conscience, c'est notamment le fait qu'ils jouent, ce sont des acteurs structurants pour les réseaux terroristes qui, dans les années plus tard, frapperont notre pays. Donc c'est très important. Il y a cette menace extérieure qui est peut-être soit projetée, soit téléguidée. Des individus qui sont en contact ici avec des individus et qui les guident dans la préparation d'un attentat. Et puis il y a la menace endogène, effectivement, avec des individus de plus en plus inspirés, avec une menace diffuse, avec des profils également qui sont tout à fait nouveaux. Aujourd'hui, depuis 2 ans, tous les attentats qui ont été perpétrés en France, aucun des individus n'était connu des services de renseignement, n'était connu des fichiers des services. Ça veut dire qu'on a une menace qui est multiple et qui est surtout diffuse et de plus en plus imprévisible. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ce que vous disiez, parce que j'ai lu des conclusions de vos rapports, j'ai lu vos tribunes, et vous nous parlez de ces individus, alors, proches des thèses d'Al-Qaïda, de l'État islamique, frères musulmans. Et il y a 2 choses qui m'ont frappé. Vous nous expliquez que dans les audiences, vous l'évoquiez rapidement tout à l'heure, dans des procès qui traitent de ces sujets-là, vous pouvez avoir des pressions, avoir des collaborateurs, dites-vous dans votre tribune, qui sont parfois poursuivis, filés, menacés. En l'occurrence, les incidents auxquels il est fait allusion avec le paragraphe que vous citez sont des collaborateurs du Centre d'analyse du terrorisme. Donc ça, c'est... Par contre... pardon, je voudrais juste, et je vous redonne encore après, mais comprendre, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens de votre centre... Tout à fait. Menacés directement. Oui, parce qu'on est un des rares centres à suivre l'ensemble des procès, à la fois devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'assises spécialement composée, donc des procès terroristes, et donc on est là en permanence, si vous voulez. Et effectivement, dans le public, il y a des individus qui reconnaissent facilement nos collaborateurs et qui font l'objet, ces collaborateurs, de pression, d'intimidation de la part des prévenus, de leurs proches, parfois même de leurs avocats. J'ai reçu des menaces, à titre personnel, d'avocats, de prévenus pour des faits de terrorisme. Ah bien sûr, mais des plaintes sont systématiquement déposées, c'est bien sûr nécessaire. Mais voilà, on fait l'objet de pression au quotidien, si vous voulez, dans l'exercice de notre métier. Thibault Montbrial, vous vouliez réagir sur ça ou alors, juste avant, je termine avec Nathalie Goulet, je vous redonne la parole. À laquelle je répondrai d'un mot parce qu'en fait, on est beaucoup plus d'accord que l'impression que... Je voulais rajouter une chose sur la menace endogène, par rapport à ce qu'a dit Thibault Montbrial. Dire une chose, c'est que c'est le fait effectivement d'individus inspirés qui peuvent agir seuls, ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés, parce qu'encore une fois, ils sont activés, ces individus, par une propagande qui, elle, continue à se diffuser. Et puis, depuis 2 ans, effectivement, les services de renseignement notent quoi ? Une structuration, parfois, de projets, c'est-à-dire des cellules qui se constituent. On a eu 2 projets. Un projet en 2019 qui visait l'Élysée, les services de sécurité de l'Élysée. Et Beauvau. Et deuxièmement, cette année, au début de l'année, à Brest, il y avait un groupe constitué qui effectivement tentait d'obtenir des armes, tentait de fabriquer des explosifs. Donc ça veut dire que la menace endogène peut également être beaucoup plus structurée qu'on ne le pense. Ils étaient 7 à Brest. On peut être, et on l'est, choqué par les menaces que vous évoquez contre nos collaborateurs, par ces gens qui sont donc identifiés. Et je voulais rebondir sur certaines conclusions que j'ai pu lire de vos différents rapports, où vous nous expliquez qu'il se tient en France des réunions, des conférences avec ces gens, on va dire infréquentables pour être gentils. Non, infréquentable tout à fait, mais vous avez notamment eu l'année dernière une série, une tournée de collecte de fonds pour une école d'ouléma mauritanien qui est fermée par les autorités mauritaniennes pour ses tendances fréristes, c'est-à-dire associées aux frères musulmans. Et d'ailleurs, la personne ciblée qui faisait donc sous ses discours et qui était aussi sur les réseaux est celle qui a cette semaine appelé à attaquer Charlie Hebdo à cause de la réitération. Donc, si nous, j'avais posé une question d'actualité au ministre en disant comment vous laissez des gens venir. C'est-à-dire que la main droite envoie des soldats en Afrique de l'Ouest pour lutter contre le terrorisme et la main gauche laisse des gens venir sur notre territoire pour collecter des fonds contre nos ennemis. C'est-à-dire on est complètement schizophrène.
Ça va même au-delà, parce que la main gauche, l'expression est particulièrement bien trouvée. En l'occurrence, aujourd'hui, dans la classe politique française, vous avez tout un tas de gens qui trouvent à minima des excuses aux terroristes islamistes pour des raisons qu'on peine à comprendre, même alors même que ces tribunes sont avérées et relayées depuis quelques années. Et puis surtout, vous avez aujourd'hui un débat, comme s'il y avait la scission entre deux choses. La réalité du terrorisme, alors on est tout contre le terrorisme, parce que c'est quand même compliqué d'être pour, encore que... Sauf à être terroriste. Mais puis, on a les gens qui sont islamistes politiques, qui ont beaucoup de relais, notamment au niveau politique local, avec des compromissions qu'on a observées dans tous les partis, notamment aux élections dans les grands centres périurbains, aux élections municipales de cette année. Et c'est comme s'il y avait un schisme intellectuel entre le terrorisme, qui n'est qu'un mode opératoire au service d'une politique. Il faut le marteler. Le terrorisme, ça ne veut rien dire. Le terrorisme, c'est juste un moyen de faire la politique autrement. Et les gens qui agissent dans le cadre du terrorisme islamiste veulent promouvoir à terme la charia et veulent casser le tissu social et politique de notre pays. Et puis, donc ça, tout le monde dit c'est mal, ou presque tout le monde. Et puis à côté de ça, vous avez des gens qui s'engagent politiquement, dont l'objectif est exactement le même. Les fréristes, les salafistes, etc. Et là, eh bien, personne n'ose dire que c'est la même chose. Moi, je vais juste vous dire une chose. Quand on a fait le procès de Nuremberg, on a fait le procès des bourreaux, mais on a aussi fait le procès de l'idéologie. Aujourd'hui, on fait des procès antiterroristes. On fait bien attention à pas aller trop loin dans la dénonciation de l'islamisme politique. Et pendant on pleure les victimes et qu'on débat des mesures de sécurité, vous avez des gens qui font de la politique en promouvant exactement la même idéologie que celle au nom de laquelle les attentats ont été commis. C'est ça la réalité en France aujourd'hui. Madame la sénatrice, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit « Nous sommes dans une situation extrêmement critique ». Vous êtes d'accord avec ça ? Il faudrait... il vient d'arriver à Beauvau. Enfin, il l'a dit, oui, mais j'entends. Mais si vous voulez, ça fait 5 ans qu'on dépose des amendements pour contrôler le financement des associations suivant Tracfin, qui est la cellule de renseignement financier. Bon. Ah, mais on peut pas, ça se fait pas, etc. Bon, ça fait des années. Vous avez un ministre qui va vous entendre. J'espère, parce qu'il va y avoir un texte là-dessus, donc il serait temps. On a ces commissions d'enquête, pour lesquelles d'ailleurs un certain nombre de parlementaires que vous connaissez bien ont été menacés. Ma collègue Strach-Brignot, avec lequel je partage pas toutes ses positions, a été menacée. Elle est restée 3 jours sans pouvoir sortir de chez elle par des islamistes. On demande l'interdiction sur le territoire français des leaders des frères musulmans. On les a pas. Je veux dire, les frères musulmans sont clairement sur la liste des institutions terroristes, des organisations terroristes dans beaucoup de pays. Nous, on n'arrive pas à avoir une politique claire. On a un certain nombre de problèmes qu'il va falloir trancher. On va pas pouvoir repasser la patate chaude on fait des commentaires. Mais nous, on prend des mesures. Mais après, quand on vote des choses, mais que la majorité du Parlement refuse de les adopter, nous, après, je dirais qu'on peut pas faire plus que ça. On est dans un état de droit, que ce soit pour l'égalité devant la loi, que ce soit pour le respect de la laïcité, où on est tous absolument formels. C'est à la religion de s'adapter à la République et pas l'inverse. Et la sécurité des biens et des personnes. Jean-Charles Brizard, je voudrais pas qu'on laisse entendre, à moins que ce ne soit la réalité que vous partagiez, mais qu'il y ait une menace qui augmente de façon exponentielle et que rien n'est fait. On a quand même le sentiment qu'aujourd'hui les choses s'organisent. On a Laurent Nunez aujourd'hui, ancien secrétaire d'État à la tête du renseignement, qui connaît parfaitement ces questions. J'ai dit moi-même que la menace était diffuse, qu'elle est de plus en plus difficile à identifier pour les services de renseignement et plus encore à neutraliser. 60% des individus qui sont passés à l'acte depuis Mohamed Merah en France étaient inconnus des services de renseignement. Voilà, c'est la réalité dans laquelle on vit. Parce qu'ils sont difficiles à trouver ou parce que le service de renseignement mais ils sont commet des erreurs? Mais non, pas du tout. On a déjoué 61 attentats depuis 2013. Ça veut dire que les services sont efficaces, travaillent, leurs moyens humains, techniques, technologiques ont été renforcés au fil des années. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des mesures à prendre urgentes parce qu'on est dans le cadre aujourd'hui de menaces précises, directes contre des personnes. Quand je vois que ces menaces dont on parle, parlons clairement, elles ne sont pas diffusées dans des groupes confidentiels, cryptés, etc. sur Internet. Elles sont diffusées sur Twitter. Ces individus qui diffusent On ces lève menaces, l'anonymat et on arrête. Il y a l'anonymat qui les protège et il y a également le fait que ces plateformes refusent d'agir pour supprimer ces contenus. J'ai été l'objet de menaces de mort directes. J'ai demandé à Twitter de supprimer ces menaces. Twitter a refusé de supprimer ces menaces. Il y a aujourd'hui un individu malfaisant, dont je n'ai pas besoin de donner son nom parce que je lui ferai de la publicité, il se répand déjà suffisamment sur les réseaux sociaux, qui diffuse les adresses personnelles de personnes déjà menacées, déjà parfois sous protection policière, dans le cadre du procès Charlie Hebdo. C'est inacceptable. On doit pouvoir agir fermement. On sait qui il est, on ne va pas le chercher. Mais il appartient au service, évidemment, judiciaire, policier, de faire le nécessaire. Mais je dis une chose, c'est que Twitter ne fait pas, par exemple, ce qu'il faut
pour faire cesser immédiatement ces menaces directes, précises, nominatives. Il y a 2 points sur lesquels je vais revenir rapidement. D'abord, je commence par ce que vient de dire Jean-Charles Brizard, qui est en fait, il parle notamment de ce qui est en train d'arriver sur les réseaux sociaux à Zineb El Razoui. Ma cliente. Pour que chacun le mesure, rien que sur le mois de septembre, qui en plus n'est pas fini, mon cabinet a préparé, elles seront déposées lundi ou mardi, 21 plaintes pour menaces de mort contre Zineb. C'est-à-dire qu'il y a 21 menaces de mort précises. Nous ne poursuivons pas, parce que sinon nous noirions la police et le parquet, ni les injures, des centaines, ni les menaces de crimes non létaux, le viol, le cassage de gueule, etc., parce qu'il y en a des dizaines. Mais les menaces de mort, on poursuit systématiquement. Premier point. Ensuite, vous avez des individus issus des milieux islamistes radicaux, parfaitement connus des services, etc., qui parfois tweetent sous leur vrai nom et qui désignent, vous savez, c'est comme en langage militaire, vous avez les illuminateurs, les désignateurs laser qui permettent de mettre un point laser sur une cible et ensuite le missile arrive dessus. C'est exactement ce que font ces gens. Ils n'ont pas besoin de dire il faut le tuer ou il faut la tuer. Il suffit d'envoyer 50 messages pour dénoncer quelqu'un et les dizaines de milliers de followers, parmi lesquels il y a des gens qui peuvent être déterminés à passage à l'acte, comprendront très bien le message. Deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est très important. Très rapidement. Bien sûr que les services de renseignement et le gouvernement ont conscience de tout ça. Il ne faut surtout pas laisser que l'on laisse penser que ça n'est pas le cas. Quand vous disiez tout à l'heure qu'on n'est pas comme en 2015 parce que les services ont travaillé, vous avez raison. Mais la menace s'est adaptée et s'est développée aussi. Et d'un mot, les gens qui depuis 2 ans ont été condamnés et sortent de prison sont des gens qui ont l'expérience du combat, qui n'ont rien changé de leur détermination et qui ont la capacité à recruter, entraîner et coordonner des attaques. Et c'est de eux que va venir le danger d'attaques structurées en France. Merci à vous 3 d'être venus sur ce plateau. C'était passionnant de vous entendre. Je crois qu'on n'a pas fini de parler de ce sujet durant ces prochaines émissions, ces prochains mois. Merci à vous tous, vous serez les bienvenus sur le plateau d'Affaires suivantes. On va se donner rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, si vous n'avez pas envie de vous passer de Dominique Rizet, vous allez sur bfmtv.com, 4e épisode de votre podcast qui cartonne. L'histoire d'une promesse d'un prisonnier à son co-détenu. Le podcast cartonne parce que l'histoire est incroyable. Ouais, parce que c'est un prisonnier qui dit à un autre, si un jour tu as besoin de moi, je serai là. Et effectivement, il s'appelle Patrick Guillemin. Il a tenu parole quand son ex-co-détenu lui a demandé de venir le chercher, de l'aider à s'évader. Il est venu le chercher en hélicoptère à la prison des Baumettes sous un déluge de coups de feu. Et dans l'histoire, il y a son avocat, qui était Éric Dupond-Moretti à l'époque. Et c'est l'instant où le podcast sera retrouvé sur bfmtv.com avec Dominique Rizet. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 13h.